Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire en marche s'intéresse aujourd'hui aux ressources minières, une opportunité de développement à fort impact social. Notre périple nous emmène dans plusieurs villes de l'intérieur du pays où l'on parlera d'un fléau qui vous intéresse tant, l'orpaillage clandestin. Pour lutter contre le phénomène, le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures. Objectif, faire en sorte que les artisans miniers vivent décemment de leur métier. Justement, s'agissant de la question, 11 comités de développement local minier ont perçu comme contribution plus de 7 milliards de francs CFA. Les retombées de l'exploitation minière pour l'économie ivoirienne et pour les populations, c'est dans ce numéro de la Côte d'Ivoire en marche avec des innovations. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de ressources minières. L'évaluation de l'or, métal précieux, nous situe entre 400 et 600 tonnes. Le diamant pierre fine, évaluation 100 000 carats. À l'ouest, Touba Biancouma, le nickel entre 150 et 300 millions de tonnes. Le fer, métal de base, évaluation 4 milliards de tonnes. Le manganèse, 10 milliards de tonnes. Hormis le manganèse, l'or, le nickel et le diamant, les recherches ont également prouvé que le sous-sol ivoirien est riche en bauxite, en cuivre, en coltan ou encore en minerai de fer. Malheureusement, le secteur est insuffisamment développé au regard du potentiel existant. Autre fait marquant, l'orpaillage clandestin. Il fallait freiner le phénomène en renforçant et modernisant le schéma de lutte contre cette pratique qui dégrade l'écosystème. Dès sa prise de fonction, le président de la République exprime sa vision. Faire du secteur minier de notre pays le second moteur de la croissance. L'érection donc de la Direction générale des mines et de la géologie en ministère traduit la volonté de l'État de donner à ce secteur en plein essor toute sa place dans l'économie ivoirienne. Le gouvernement a adopté en octobre 2013 le programme national de rationalisation de l'orpaillage PNRO d'un coût de 2 milliards de francs CFA, avec pour objectif d'assainir, d'organiser et d'encadrer l'activité d'orpaillage et de créer un contexte propice au développement de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. Au 6 décembre 2018, la Côte d'Ivoire comptait près de 240 sites clandestins répartis comme suit: 98 sites recensés au nord, 54 sites recensés au centre, 89 sites recensés à l'ouest, 70 sites à l'est. L'orpaillage clandestin, un phénomène qui défraie la chronique. Pour trouver une solution à cette situation, le gouvernement ivoirien a adopté 3 mesures urgentes. Parmi ces mesures, la répression à travers la brigade de répression des infractions au code minier et le chantier école. Parlant justement de chantier école, nous allons visiter le site de formation d'Abradinou avec le directeur général de la SODEMI. Formation pratique sur le terrain, explication claire. Nous sommes à Yakassé à Tobrou, localité située à 125 km d'Abidjan. Ici, le projet chantier école fait son chemin. Nous sommes dans la salle de classe du site d'Abradine 2, salle de classe dans laquelle nous formons
Les apprenants que nous avons recrutés au nombre de 30 et ils apprennent les différentes techniques de bonnes pratiques qui couvrent 6 modules pour les former donc à l'exploitation artisanale et à l'exploitation semi-industrielle. Ce projet vise le développement de l'artisanat minier en vue d'en faire un secteur économique viable. Cette idée, née de la volonté du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, qui, après avoir été nommé à ce département, a pensé qu'il fallait agir sur 2 axes. La répression pour réduire l'exploitation illégale, mais aussi la formation pour que les gens acquièrent les bonnes pratiques. Ce programme a essentiellement pour cible les bénéficiaires d'autorisation, les personnes intéressées par l'activité, les sociétés coopératives opérant dans le secteur minier et les populations locales. Sa mise en œuvre passe par 2 phases. Nos formations se déroulent en 2 phases, une phase théorique qui a lieu dans cette salle et une phase pratique sur le terrain. Nous sommes sur le site où s'exerce la pratique de la formation qui commence toujours par le trou de tarière, qui est un trou qui est fait pour pouvoir se rendre compte de la profondeur à partir de laquelle on touche le minerai. Une fois qu'on a touché le minerai, en fonction de ça, on va faire le puits de prospection. Nous sommes devant ce que nous appelons une tranchée qui se creuse dans la continuité du puits de prospection et qui consiste généralement à aligner plusieurs puits de prospection pour s'assurer de la formation géologique, c'est-à-dire latéralement comment le minerai se comporte. Nous sommes à la station de traitement du minerai qui utilise une méthode par gravimétrie et cette méthode ne fait pas intervenir de produits chimiques. Donc nous pouvons extraire l'or, le concentré, sans utiliser un seul produit chimique et ce qui nous permet donc de ne pas polluer la nature. Nous avons ici la station de gestion de l'eau qui consiste donc à recycler l'eau, à ne pas le rejeter dans la nature afin d'éliminer toute pollution. Et donc c'était une des prescriptions du ministre, c'était de démontrer qu'il est possible d'exploiter de façon artisanale et semi-industrielle sans polluer ni le sol, ni les rivières et ni l'air. Pour moi, l'école qui est venue, ça m'a beaucoup appris des choses que vraiment dans la clandestinité, là, c'est un danger même qui se trouvait là-bas sans le savoir. Maintenant, après cette formation, vraiment, j'ai su que dans la légalité, elle est bonne. Grâce à cette formation, nous avons pu créer une coopérative dont je suis le président. Quand nous allons nous installer, vraiment, ça va nous permettre à se prendre en charge. Et quand nous allons travailler, chacun de nous va gagner sa vie. Notre histoire va changer parce que ça va nous procurer de l'argent. Le projet Chantier École est un projet pour lutter contre la clandestinité. Ça m'a beaucoup plus apporté au niveau formation, au niveau connaissance. Ça m'a apporté un plus parce que dans la clandestinité, il y a certaines choses que même j'ai des petits frères qui faisaient. On utilise les produits chimiques, mais avec le chantier école, j'ai appris que ce n'est pas toujours obligé d'utiliser ces produits. Mon appel est que la jeunesse doit s'inscrire parce que ça lutte en même temps contre la clandestinité et le chômage. Avec ça, tu peux t'installer à ton propre compte. Avec ça, ton style de vie, ton mode de vie peut changer. Ça peut apporter plus à ton village et à ta famille. J'invite à tout le monde de s'inscrire au chantier école afin de quitter dans le danger où nous étions pour la bonne pratique de ce métier.
Le premier chantier école a été ouvert à Bozy, à Boisflé, le 25 janvier 2019. 5 autres chantiers écoles sont ouverts à Boundiali, à Iré, à Daoukro, à Yakassé, à Tobrou et à Toulepleu. Outre les chantiers écoles, et pour permettre au secteur des mines et des géologies d'être dynamique, l'État a mis en place un programme de formation. Il vise 3 cibles: les agents de l'administration, les travailleurs du secteur minier, les étudiants. Et donc ce fonds véritablement accompagne notre dispositif de mise en place ou d'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Et donc ce fonds insiste beaucoup sur le renforcement des capacités, un renforcement des capacités orienté vers des formations qualifiantes, mais également des formations diplômantes. Concernant les formations diplômantes, c'est une innovation de taille. Monsieur le ministre a souhaité qu'on commence par le renforcement des capacités par des formations diplômantes, de sorte à créer un vivier d'experts en Côte d'Ivoire capables de diagnostiquer et accompagner l'industrie minière en Côte d'Ivoire. La formation m'a permis de faire une mise à jour de mes connaissances et de les approfondir. Et je me suis spécialisé dans le domaine de l'utilisation des explosifs pour fragmenter les roches. Et au terme de la formation, je comprends mieux la pratique des opérateurs miniers et donc je peux en faire un diagnostic en termes de bonnes ou mauvaises pratiques, ce que je ne pouvais pas faire avant la formation. Pour ce qui me concerne, j'ai bénéficié d'un montant autour de 16 millions pour ma formation Master MIRIS. Autre innovation du gouvernement, la brigade de répression des infractions au code minier. Nous allons donc faire connaissance avec cette brigade et ses missions. Direction Yakassé à Tobrou, dans une plantation de cacao dévastée par les orpailleurs. En avant! L'État a mis en place la brigade de répression des infractions au code minier pour faire profiter aux particuliers et aux entreprises qui s'intéressent au secteur minier. La brigade a pour mission de réunir et de traiter les renseignements sur l'orpaillage clandestin. Avant de venir sur le terrain, on a d'abord une équipe qui vient au renseignement, qui vient pour prendre les renseignements sur le site. Après, nous nous rendons sur ce site-là à un nombre plus impressionnant et on prend les dispositions de combat pour ne pas être surpris parce que les clandestins, des fois, ils sont armés et les OPJ, les ingénieurs pénètrent sur le site pour commencer le travail. Quand on met la main sur des clandestins, on fait une procédure normale, on dépose à la justice et on fait une procédure normale, on adresse à monsieur le procureur. Et tout ce qui a été saisi, on adresse à monsieur le procureur. La brigade regroupe une trentaine de membres issus des ministères des Mines et de la Géologie, de la Défense et des Eaux et Forêts. La population des orpailleurs était évaluée à 23 400 individus répartis comme suit. Au nord, 5 000 orpailleurs recensés, au centre 7 500, à l'ouest 6 400 et à l'est 4 500. 5 opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage illicites ont été organisées sur l'ensemble du territoire ivoirien de 2015 à 2018. Nous nous sommes rendus compte que les orpailleurs clandestins utilisent sont beaucoup rusés. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, on constate qu'ils changent également de stratégie à leur niveau. Donc nous nous adaptons en fonction de leur manière de fonctionner. Voilà, on ne va pas tout dévoiler, mais nous avons des méthodes pour les surprendre. Ces opérations ont abouti à la fermeture de plus de 1000 sites, à l'interpellation de centaines d'orpailleurs clandestins. Aussi, à la saisie d'armes, munitions, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants. Nous venons de parler des mines, des innovations dans le secteur. Mais ce que les populations
attendent du gouvernement ivoirien aujourd'hui, ce sont les retombées des actions du gouvernement justement sur leur quotidien. Alors, sont-elles soulagées, satisfaites ou pas? Y a-t-il encore des attentes? Leurs paroles, leurs témoignages. À Iré, localité de la région du Lodjibois, les populations ont bénéficié de l'installation de la mine d'or de Bonikro. C'est l'histoire de cet opérateur économique qui voit ses affaires prospérer. Il emploie une centaine de personnes. Voici le fruit de ma collaboration avec l'arrivée des mines dans notre localité. Avant, nous étions dans l'informel. Les activités ne marchaient pas. À un moment, on voulait même délocaliser, aller dans les grandes villes comme Divo. Mais l'arrivée des mines a créé un boom à notre niveau. Ça nous a permis d'agrandir notre structure. On a élargi le magasin, on a diversifié les activités, on a essayé encore d'embaucher, de prendre d'autres personnes pour nous aider. Ça nous a permis de recruter des jeunes. Et voici le fruit. Nous sommes rentrés dans l'alimentation. Nous avons ouvert d'autres structures comme la quincaillerie. Ça nous a permis de créer des magasins de distribution de boissons. Et ça a permis de recruter encore de manière indirecte d'autres jeunes pour pouvoir nous aider dans nos tâches. Et actuellement, même nous n'envions pas ceux qui sont à Abidjan, puisque notre collaboration nous a permis vraiment de ne pas regretter notre présence sur la localité de Iré. Je suis le père d'Indri. Il est parti au champ pour s'occuper d'Indri. Et depuis il a pris l'activité, bon, c'est lui qui s'occupe de nous-mêmes. Moi, ma femme, ses soeurs, la grande famille d'à peu près 50 personnes. Donc moi, j'ai pris Dieu pour lui qu'il puisse grandir dans l'affaire plus que ça. Je suis fière de mon fils Ndri. À cause de lui, actuellement, on ne va plus au champ. Nous sommes embauchés en ville, on travaille bien. Moi-même, actuellement, je suis derrière mon ordinateur. Je travaille avec mon fils Ndri. Autre retombée, l'ouverture d'un hôpital qui soulage les patients. Je viens de vacciner mon bébé. En tout cas, le cadre est beau, il y a de l'espace, le bureau est bien équipé. Par rapport à l'ancien centre de santé, franchement dit, c'était désagréable. Il n'y a pas d'espace, les toits étaient décoiffés. Franchement, c'était difficile pour nos enfants de suivre des vaccinations comme ce doit. Le centre de santé urbain de Iré fait partie des retombées des miniers de la région. Je suis heureux de vous recevoir donc sur le nouveau site de l'hôpital qui a été livré le 10 juin 2016. Il faut dire que c'est un bâtiment qui est entièrement offert par la compagnie minière. Nous en sommes très heureux. Il faut dire qu'initialement, avant cette date, nous étions sur un ancien site qui avait beaucoup d'insuffisances parce que c'était un bâtiment qu'on squattait, qui appartenait à la confrérie religieuse, notamment les catholiques. Et c'était un bâtiment unique. Il n'y avait pas assez de bureaux. En termes de prévention de certaines infections comme la tuberculose, c'était difficile parce qu'évidemment, il y avait un seul bâtiment et il y avait un seul couloir. Il y avait une insuffisance de toilettes également. Ça faisait que c'était difficile pour nos patients qui faisaient souvent même les besoins juste derrière les bâtiments. Ça crée donc un problème de péril fécal. Il faut dire que depuis le 10 juin 2016, ces insuffisances ont été réglées lorsque la mine nous a offert donc ce joli site qui comprend plusieurs bâtiments. Ainsi donc, on a le bâtiment central, qui comprend donc le dispensaire et la maternité. Nous avons également le laboratoire qui nous permet de réaliser donc, la majorité donc, des examens d'analyse. Il y a le pavillon des consultations prénatales, notamment pour le couple mère-enfant. Il faut dire que ces trois bâtiments qui viennent de vous présenter ont été livrés donc, le 10 juin 2016 par la mine de Bonikro. Et depuis donc, l'année 2020, ces bâtiments initiaux ont été donc complétés par de nouveaux bâtiments. Notamment, vous voyez le bloc opératoire qui a été livré donc, en 2020. On a également donc l'unité de radiologie ainsi que le cabinet dentaire aussi qui ont été livrés également en 2020. Et pour parler d'insuffisance de l'ancien site, vous voyez que nous avons aujourd'hui des toilettes même pour les visiteurs. Il y a des toilettes pour les malades hospitalisés. On a également un préau pour les séances de vaccination. Pour finir, donc, je vais vous présenter le château d'eau
qui est d'un apport crucial pour nous, qui nous permet donc de réaliser un approvisionnement, une continuité donc en eau potable au niveau du centre de santé. Il faut dire que la difficulté pour un de santé quand il n'y a pas de l'eau, c'est vraiment très embêtant parce que sur l'ancien site, il faut dire qu'au niveau de l'IRE, nous avons souvent des pénuries d'eau par moment. Et c'était difficile, souvent c'était les parents des malades même qui partaient à domicile chercher de l'eau pour les patients. Et c'était un peu difficile quand il y a des pénuries d'eau qui peuvent aller peut-être jusqu'à 1-2 semaines. Je crois que ce problème est réglé aujourd'hui parce que l'un des objectifs des soins de santé primaires, c'est d'assurer l'approvisionnement et la continuité en eau potable dans les centres de santé. Et je crois qu'avec ce château d'eau qui est entièrement autonome, ce problème est définitivement réglé. Nous avons de l'eau dans tous les services et c'est de l'eau potable. Pour le constater, il est entièrement fonctionnel. Comme ces patients, les élèves et le corps enseignant ont aussi été pris en compte. De 1999 à 2013, nous étions au stade de collège où nous avions énormément de difficultés à recevoir les élèves. Et avec le soutien des structures minières, nous avons bénéficié de nombreuses infrastructures permettant d'ériger le collège en lycée et d'accueillir le maximum d'élèves sur le sol d'Iré, évitant ainsi les déplacements massifs vers les zones comme Gagnoa, Divo, Oumé. Réhabilitation et l'extension du collège. Secteur minier en pleine expansion, l'impact des actions du gouvernement sur les populations est visible. Mais reste des efforts à faire car certaines zones restent toujours exploitées de façon illégale. L'orpaillage clandestin existe depuis belle lurette selon le gouvernement qui a décidé de mettre les moyens pour lutter contre le phénomène. Vous l'avez bien constaté, les questions concernant l'orpaillage clandestin et le développement de l'exploitation minière ont été abordées pendant 26 minutes dans ce magazine. Ce qui se dégage après le périple de la Côte d'Ivoire en marche, c'est que le secteur est en pleine expansion. Et comment ? Pour en parler, nous sommes avec le directeur général des Mines, M. Ibrahim Koulibaly. Il est le représentant du ministère des Mines et de la Géologie. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Monsieur le directeur général, quel bilan faites-vous de votre secteur? Le bilan qu'on peut en faire, c'est effectivement que la production d'or a été donc multipliée en l'espace de pratiquement 10 ans par 4. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit, grâce donc à toutes les mesures qui ont été mises en place, toutes les réformes qui ont été mises en place, nous produisons aujourd'hui environ 38 tonnes, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 38 tonnes d'or. Je vais maintenant sur le manganèse. Nous avons réussi à multiplier la production de manganèse par 24, donc en l'espace de ces mêmes 10 ans-là. Et ça, c'est notable. En termes de bilan également, vous savez que notre secteur est fortement gangréné par le phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure, le phénomène d'orpaillage. En réalité, l'orpaillage, c'est l'activité d'exploitation minière, artisanale et à petite échelle. C'est une activité qui est reconnue par le code minier qui a été mis en place en 2014, mais seulement il existe des personnes qui veulent mener cette activité en dehors du cadre légal qui a été prévu pour cela. Et donc, un programme a été mis en place par le gouvernement à travers le ministère en charge des mines pour combattre donc ces gens-là, pour combattre ce fléau, pour donc ramener plus de sérénité dans le secteur et faire en sorte que tout le monde rentre donc dans la légalité. Donc, c'est autant d'actions qui ont été menées. Je prends récemment la prise donc, de l'arrêté qui a mis en place une brigade dédiée donc, à la répression de cette activité, la BRICM, qui mène donc ses activités à travers l'ensemble du pays. Nous avons également l'installation de chantiers écoles, je pense que vous avez visité. Il y en a 12 aujourd'hui à travers tout le pays. Ces chantiers permettent donc de former nos nationaux aux techniques de base d'exploitation, donc qui permettent donc d'éviter les pollutions environnementales, les dégradations que nous voyons un peu partout. En termes d'investissement, quel chiffre d'affaires? La production de la Côte d'Ivoire ayant fortement augmenté ces dernières années, le constat est clair. C'est que cette augmentation est allée avec également l'augmentation de tout ce qui est retombée économique, notamment les recettes fiscales qui, dans les années 2012, se chiffraient autour de 20 milliards, ont atteint aujourd'hui la centaine de milliards en termes de
donc, recettes minières. En termes d'investissement, nous avons atteint et franchi la barre des 200 milliards l'année. Et également, en termes d'emploi, aujourd'hui, le secteur minier, on frôle les 15 000 emplois. Et ça, c'est les emplois directs. On ne parle pas des emplois indirects qui peuvent être multipliés par 3. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui pour terminer? Alors, en termes de perspectives, la production va continuer à croître. Nous entrevoyons aussi la diversification de cette production-là, avec l'entrée en production de nouvelles mines, donc, qui vont faire donc, que l'impact sur la vie des Ivoiriens va continuer à se faire ressentir à travers plus de ressources pour les comités de développement locaux miniers, à travers plus de ressources pour les caisses de l'État. Et également, en termes de perspective, le ministère envisage de mettre en œuvre un certain nombre de grands programmes donc pour continuer cette marche vers l'avant, notamment l'acquisition d'un laboratoire national pour permettre donc les analyses de nos échantillons et faciliter les contrôles. Et nous allons également acquérir un système d'information géominière qui va permettre donc d'améliorer les données sur le secteur. Nous allons également mettre en place une politique de contenu local pour accroître les retombées au niveau local. Voilà ce que je peux dire en termes de perspective. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour votre contribution. La Côte d'Ivoire en marche était consacrée aujourd'hui au ministère des Mines et de la Géologie. C'est donc la fin de ce magazine réalisé par CC Images. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.